Salut à tous, c'est Sylvain du podcast Au fait c'est quoi? Nous sommes en plein Roland-Garros et je me pose la question du fonctionnement des scores au tennis. Dans le fond, j'ai su un moment la réponse, mais pas vraiment. Eh Thierry, au fait c'est quoi les scores au tennis? Salut Sylvain et bonjour à tous. Alors effectivement, le score au tennis c'est particulier, vous le savez certainement, on compte pas en 1-0, 2-0, 3-0, 3-1, etc. C'est un décompte particulier, donc on parle de 15, 30, 40, avantage, égalité. Donc ça Sylvain, j'imagine que tu savais, je t'apprends rien pour l'instant. Ouais, Mais en fait, on doit ce décompte qui est particulier à l'ancêtre du tennis, qui est en l'occurrence le jeu de paume. Alors, juste rapidement, au niveau du jeu de paume, ça se pratiquait sur un terrain séparé en deux parties de 60 pieds, donc les pieds, pour rappel, étant une mesure anglaise. Et en fait, au milieu de ce terrain se trouve un filet, et sur chacune des parties, il fallait tracer trois lignes numérotées à 15, 30 et 40, donc 15 pieds, 30 pieds, 40 pieds, donc une certaine distance. Et donc, les joueurs commençaient à l'extrémité du terrain, et lorsqu'il y avait un point qui était gagné, ça leur permettait de se rapprocher du filet pour servir. Donc les deux premiers d'accord. points permettaient de se rapprocher de 15 pieds à chaque point. Et ensuite, la troisième ligne, du coup, elle aurait dû être à 45. Mais étant donné que ça faisait vraiment trop près, ils ont préféré décaler de 5 pieds. Et donc c'est pour ça qu'on parle de 40. Donc c'est pour ça qu'on a un décalage de 15 à chaque fois, puis seulement de 10. Donc 15, 30 et 40. Ah ouais, c'est sympa. En gros, à l'époque, donc le jeu de paume, tu jouais avec la main et ça te donnait un avantage certain. Plus tu t'avançais, plus tu avais de possibilités de marquer sur l'engagement, sur le service, concrètement, si j'ai bien compris. Exactement, c'est en gros presque le principe du ace au tennis. À la différence, c'est que, comme tu dis, tu mettais en jeu d'une manière plus ou moins proche, ce qui est effectivement pas le cas, bien entendu, au tennis. Ce serait marrant de pouvoir le refaire. Tu sais, quand tu marques. Bon, ils servent à plus de 200 km/h, donc ça risquerait d'être un peu compliqué, mais ça pourrait être très drôle à voir dans 200 l'esprit. km/h juste au filet, j'imagine le rebond de la balle, au moins tu es sûr que personne ne la récupère. Ça Ouais. pourrait être effectivement assez fun. Tu verrais les ramasseurs de balles tétanisés derrière avec des gros yeux quant à certains serveurs. Ça pourrait être drôle et dangereux en même temps. Donc ce serait Ouais, bah, peut-être pas une bonne il y a idée. déjà eu quelques histoires avec les ramasseurs de balles, mais ça en fera peut-être l'histoire d'un autre épisode, effectivement. Exactement. Et j'ai une question. En cas d'égalité, on fait quoi si on arrive à 40 partout, en gros? Alors, si on arrive à 40 partout, en fait, il y a une règle générale au tennis qui est qu'il faut toujours avoir 2 points d'écart. Alors, si les deux joueurs sont à 40 partout, d'ailleurs, vous entendrez, pour ceux qui n'ont jamais regardé un match de tennis, ça peut arriver, vous entendrez parler de 40 A. Et donc, le point suivant, il se nomme avantage. Et donc, le joueur qui marque le premier point après l'égalité, donc a l'avantage. Et il doit à ce moment-là immédiatement marquer un sixième point pour pouvoir gagner le jeu. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, les deux adversaires restent à égalité et on annonce égalité. Donc supposons que moi je sois au service, je joue contre toi, je marque le premier point, j'ai avantage. Si toi tu marques le point suivant, ça revient à égalité et ça continue ainsi de suite. Et ensuite, si toi par exemple, bah, tu marques le premier point et tu marques un deuxième point dans la foulée, à ce moment-là, tu gagnes le jeu. D'accord. Alors là, on parle des points avec le 15, 30, 40 et j'ai bien compris la nuance. Mais tu me parles de jeux. Est-ce qu'il y a des règles particulières au niveau des jeux? Comment ça fonctionne? Ouais, donc c'est le même principe. Donc ça se joue sur, à ce moment-là, 6 jeux gagnants de base, mais comme les points avec 2 jeux d'écart. Donc c'est pour Ouais. ça qu'on entend sur les scores, ou quand on voit des scores, des 6-0, 6-1, 6-2, etc. Mais on n'entend jamais parler de 6-5, ça n'existe pas. Et à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle un septième jeu, euh, qui est donc pour départager, c'est ce qu'on appelle le jeu décisif ou le tie-break. Et à ce moment-là, les règles du tie-break sont un petit peu différentes. Enfin, le jeu en question est un petit peu différent parce que les points sont décomptés à partir de 0 jusqu'à 7. Donc on parle plus dans ce jeu particulier de 15-0, 30-0, 30-15, etc. Mais
là de manière plus classique, 1-0, 2-0, 2-1, etc. D'accord. En suivant toujours les mêmes règles, c'est-à-dire qu'en fait, ça se joue à ce moment-là sur 7 points gagnants au niveau du tie-break. Et comme il faut 2 points d'avance, ça veut dire qu'un score de 7-6, c'est pas possible. Donc c'est 8-6, c'est 9-7, c'est 18 et ainsi de suite. Donc là, il n'y a pas de limite. Ça peut du coup potentiellement donner des tie-breaks relativement longs. Ah, moi, j'avais regardé parce qu'effectivement, quand tu avais le tie-break, en gros, le premier joueur servait un service, puis après, c'était 2 services par 2 services. Et il changeait, je crois, au bout de 6 points. Donc c'est vrai, pour moi, le tie-break, c'est le mental. Tu sais, c'est le moment où t'as besogné dur pendant tout le set, et là, ça se joue au mental pour aller marquer ces 7 points. Et c'est vrai que c'est toujours passionnant à suivre. C'est un peu une séance de tir au but pour moi, tu sais, le tie-break, où vraiment on est dans la dernière ligne droite, et parfois ça peut vite tourner au niveau des joueurs. Ouais, et puis comme tu dis, j'imagine, je suis pas un spécialiste de tennis, mais certainement un côté stratégique par rapport justement au service qui tourne très facilement, donc 2 fois pour l'un, 2 fois pour l'autre, là où au tir au but, par exemple en football, c'est toujours Ouais. quand même 1-1 à chaque fois. Ouais, je pense qu'il doit y avoir des belles stratégies derrière. Ah, moi j'adorais. Je vais faire une petite anecdote, c'est que Roland Garros étant toujours au mois de mai, quand tu es scolarisé, c'est une galère parce qu'au moment où tu prépares tes examens, ça tombe les 15 jours de mai où tu es en train d'essayer de réviser. Mais sur France 2 ou France 3 à l'époque, tu avais les matchs et donc c'était quasi impossible. C'est un peu le syndrome de Roland Garros au niveau des études. Et je pense que j'aurais été peut-être plus performant à l'école s'il n'y avait pas eu Roland Garros ou si ça avait été au mois de mars. Mais bon, ça c'est un autre débat. On est sur de la terre battue. Et j'avais regardé à peu près la terre battue, il y a à peu près 15% des terrains en France qui sont en terre battue, en sachant qu'en Espagne, par exemple, souvent la terre battue, c'est réservé aux Espagnols, on est quasiment à 3 quarts de terre battue. Bon, ça explique peut-être cela que Nadal en ait gagné 14 depuis le début de sa carrière. Et est-ce que toi, à ton niveau, est-ce que tu as pu faire des recherches et nous annoncer quelques records par rapport au tennis? Ah oui, alors je me suis amusé effectivement à faire quelques recherches parce que j'aime bien toujours justement les notions de record, d'excès, etc. Et en fait, le record de tie-break pour ce que j'ai vu, vous nous direz en commentaire si éventuellement j'ai fait une erreur, hein, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas sûr, j'ai vu qu'il y a eu donc au niveau record du tie-break, un match le 12 février 2022, donc c'est un record plutôt récent, où l'Américain, je vais certainement massacrer son nom, Rei Opelka, il s'est imposé contre John Isner, donc sur un score de 7-6, 7-6, donc en fait 2 tie-break. C'était un D'accord. match, parce qu'on n'en a pas parlé, mais pour gagner le match, après ça se fait soit en 2 sets gagnants, soit en 3 sets gagnants. Ça dépend des compétitions. Donc Trois là, sets c'était gagnants, en. c'est les tournois du Grand Chelem, les 4 tournois. C'est les seuls tournois qui ont 3 sets gagnants. Et en général pour les hommes, parce que si je dis pas de bêtises, pour le tournoi féminin, souvent c'est en 2 sets. Tout le temps, 2 sets gagnants. Ouais. Voilà, dans tous les cas. Donc là, en l'occurrence, c'était un tournoi qui n'était pas du Grand Chelem, donc il s'est imposé sur 2 tie-breaks, 7-6, 7-6. Mais sachant que sur un de ces tie-breaks, le score final, donc c'était à l'Open de Dallas, et le score final au tie-break était à 24-22. Oh, sympa. Sympa. En plus, c'était 2 Américains. Moi, John Isner, ça me parle parce que tu sais, c'est un géant américain qui a un service monstrueux. Et de mémoire, je crois qu'il avait fait contre un Français un match marathon qui avait duré sur plusieurs jours et qui avait été monstrueux. Est-ce que tu as pu avoir un peu des chiffres sur ce match? Parce que je crois que celui-ci, il a vraiment marqué l'histoire. Oui, alors c'était en juin 2010, et donc le match s'est joué entre les 22 et 24 juin 2010, donc sur 3 jours. C'est énorme. Pour une durée totale de 11 heures et 5 minutes. Je ne sais pas si toi tu dois jouer pendant 11 heures et 5 minutes au tennis, je pense qu'évidemment ça doit être compliqué. Ouais, ouais, surtout que je crois que c'était à Wimbledon en plus, donc c'est de la surface rapide, c'est de la terre, donc ça fuse. Donc, C'est ça, c'était le premier tour du simple. Et donc, c'était, comme tu l'as dit, de nouveau l'Américain John Isner qui a battu un Français, Cocorico, Nicolas Mahut. Donc sur le score de 6-4, 3-6. Et ensuite, il y a eu 2 tie-breaks, donc 7-6, 7-6. Et donc, il y a eu un total de 183 jeux. Et le 5e set
Donc où là, on parlait du score de tie-break, c'est pour ça qu'il limitait jusqu'à 2010, parce qu'après, il me semble qu'il y a eu des règles pour éviter que ça dure trop long. Mais là, de ce que j'ai vu, et j'étais assez effaré, je me demande même si ma référence est correcte, mais ça s'est terminé apparemment à 70-68. Ouais. Et donc ce set-là, il a duré 8 heures et 11 minutes. Ouais, c'est incroyable. À l'époque, tu devais avoir en fait 2 jeux d'écart dans le dernier set, quand tu étais en 5-7. Donc, ce qui fait que tu pouvais pas avoir de tie break comme les précédents. Et il y a différentes règles, effectivement, parce que 8 heures et 11 minutes, en plus, dans un tournoi du Grand Chelem, ça te décale toute l'organisation parce que tu joues tous les 2 jours. Et là, ils ont joué sur 3 jours. Un bazar monstrueux. Moi, j'avais suivi ça et j'avais trouvé ça passionnant. Et il y a le niveau physique, mais il y a surtout le niveau mental. Parce que quand John Easter, il te met des patates dans la gueule pendant 8 heures sur un set, je me dire qu'à la fin, tu dois être juste vidé mentalement et physiquement. Ouais, ouais, j'ose pas trop imaginer. Et chapeau aux deux joueurs. Et donc, bon, Bien allez, on sûr. va être un peu chauvin, en particulier quand même à Nicolas Mahut, qui est aussi un joueur relativement coté au niveau de l'équipe de France. Donc, ouais, Ouais, match de 8h11. Pour rappel, du coup, 6-4, 3-6, 7-6, 7-6, avec 70-68 au niveau des c'est points dans le ça. cinquième set. Je suis curieux de voir si sur ce tournoi de Roland-Garros, on va avoir ce record battu. On ne sait jamais. C'est pour moi quasi impossible, mais écoute, on suivra ça avec grand intérêt. En tout cas, merci à toi, Thierry, pour toutes ces recherches et toutes ces informations. J'espère que ça vous aura plu. On vous retrouve comme d'habitude après le générique pour vous parler des réseaux sociaux et des plateformes de podcast. Donc, à de suite. Salut! Et tout le monde, c'est de nouveau Sylvain du podcast Au fait, c'est quoi? Comme d'habitude, merci d'être resté là jusqu'au générique. Et après, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur @au fait c'est quoi, Twitter, Facebook et Instagram. À toi Thierry. Oui, au niveau des podcasts, ben, certainement que vous nous écoutez en toute logique. Et donc, on est sur les principales plateformes. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur Podcast Addict, et puis d'ailleurs encore quelques autres plateformes. Et si par hasard vous utilisez d'autres applications, on a parlé avec Sylvain de Deezer par exemple, sur lesquelles on n'y est pas encore, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et on fera le nécessaire. Exactement. Retrouvez-nous de toute façon sur auffaitcestquoi.fr et vous aurez la plateforme et la liste des différents supports sur lesquels vous pouvez nous retrouver. Merci à toi Thierry et je vous dis au prochain épisode pour nos auditeurs. À plus dans le bus. Salut!